Bonjour à toutes et à tous, c'est bien sur i24 News pour une nouvelle édition spéciale consacrée à la guerre contre le régime iranien. Si une alerte retentit dans le port de Yafo, nous devrons évidemment nous mettre à l'abri. Avec moi en plateau, Jonathan Serrero. Bonjour Jonathan, on vous donnera évidemment la parole un peu plus tard parce que tout d'abord je voudrais qu'on se rende dans la rue israélienne pour prendre le pouls de cette rue israélienne. On retrouve Christopher Barolin à Tel Aviv. Bonjour Christopher. Le centre du pays a été visé à plusieurs reprises par le régime iranien ces dernières heures avec plusieurs impacts recensés. Oui, pas moins de 8 alertes depuis minuit tout à l'heure jusqu'à 16h au moment où on se parle heure israélienne. 8 alertes, dont une au milieu de la nuit. C'était des tirs depuis le sud Liban, des tirs du Hezbollah qui ont déclenché les alertes au milieu de la nuit. Au moins 7 missiles tirés donc par le Hezbollah ici sur le centre du pays. Il y a eu, vous l'avez dit, de nombreux impacts, y compris ici à Tel Aviv. Un éclat d'obus est tombé dans l'appartement qui se trouve derrière moi. Une femme de 40 ans et un homme de 26 ans ont été légèrement blessés par des éclats d'obus. Il faut préciser qu'ici, nous sommes dans un quartier plutôt défavorisé de Tel Aviv avec peu d'abris. Il y a ce qu'on appelle des miklats publics, des abris publics, celui notamment d'une gare à côté. Donc, heureusement, les habitants avaient suivi les consignes de sécurité, ce qui permet au bilan de ne s'élever qu'à 2 blessés légers. Un peu plus tôt, aux alentours de 7 heures du matin, c'est du côté de Kfar Qassem qu'il y a eu là encore des débris qui sont retombés sur cette ville arabe israélienne. Là, le bilan est un peu plus important. 5 personnes ont été blessées. Elles sont cet après-midi plutôt, dans un état stable. Mais en effet, les alertes ont beaucoup retenti aujourd'hui dans le centre d'Israël. 8 alertes donc entre minuit tout à l'heure et 16h aujourd'hui. Heureusement, le bilan reste assez faible au niveau par rapport au nombre de missiles tirés sur le centre du pays. À ce stade, donc 7 personnes dans un état léger. Mais c'est surtout le nord d'Israël, Christopher, qui est visé non seulement par le régime iranien, mais aussi et surtout par le Hezbollah. Oui, des roquettes tirées par le Hezbollah, des missiles tirés depuis le territoire iranien, des alertes qui ont retenti quasiment toute la nuit sur les localités du nord, sur le secteur de Haïfa également, avec un impact d'un éclat d'obus qui est tombé sur le Technion, c'est l'université de technologie, la plus grande université de technologie d'Israël, si ce n'est du Moyen-Orient. C'est un peu le MIT à l'israélienne, un impact donc d'un éclat d'obus sur cette université qui n'a pas fait de blessés, bien heureusement. En revanche, du côté de Tzfat, du côté de Safed, il y a une fillette de 11 ans qui a tenté d'aller s'abriter au moment où les alertes ont retenti. Elle est tombée de son lit superposé, tombée lourdement, puisque quand les secouristes sont arrivés, ils ont dû pratiquer un massage cardio-respiratoire. Elle a été réanimée et il y a quelques minutes à peine, les équipes de l'hôpital où elle a été emmenée ont communiqué. Ils ont réussi à stabiliser son état. Elle respire par elle-même. Elle n'est donc plus sous respirateur, contrairement à ce matin, mais son état reste complexe selon les équipes hospitalières. Les roquettes du Hezbollah continuent donc de pleuvoir, notamment sur le nord d'Israël, avec des sirènes qui ont retenti il y a à peine une minute d'ailleurs, du côté de Nahariya notamment. On a pu voir peut-être s'afficher les alertes à la droite de l'écran, alertes donc pour des roquettes qui ont retenti encore il y a quelques secondes sur ces localités du nord, signe de cette activité intensive encore du Hezbollah contre les civils de la frontière israélo-libanaise. Merci beaucoup Christopher Barolin depuis Tel Aviv. On vous retrouvera tout au long de cette édition spéciale. Et effectivement, les alertes s'affichent sur vos écrans quand il y en a partout dans le pays. Jonathan, on le voit, le Hezbollah continue plus que harceler, vraiment d'attaquer et de plus en plus fort le nord du pays. À cela s'ajoutent aussi des alertes depuis l'Iran avec des tirs de missiles qui visent aussi, il faut le dire, le nord du pays. On apprend d'ailleurs qu'un soldat israélien réserviste a été tué dans le sud Liban. Preuve aussi que le Hezbollah est présent dans cette partie du Liban. Oui, il y a des combats violents face à face. C'est la première fois qu'un soldat tombe dans des combats en face à face lors de. Il s'appelle Uri Greenberg, pardon. Uri Greenberg, voilà. Oui, Uri Greenberg de la division Golani, lors donc d'affrontements qui se sont déroulés cette nuit. Il est originaire de la ville de Petah Tikva, dans le centre du pays, et cela témoigne de la violence des combats.
et de l'intensité avec laquelle le Hezbollah frappe Israël, avec une volonté principale du mouvement terroriste chiite libanais, c'est de voir cette population du nord d'Israël quitter leur domicile, une sorte d'exode, comme faire une sorte d'équation parallèle avec ce qui se passe du côté du Liban, transposé à la réalité israélienne, ce qui ferait pression sur le gouvernement Netanyahou. D'ailleurs, c'est le sens de la visite hier de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, avec les responsables des collectivités locales qui lui ont transmis toute, je dirais, leur frustration et l'impatience qui est en train de monter au sein de ces habitants avec qui j'ai pu aussi m'entretenir hier, qui m'ont traduit un certain désarroi face à la situation, une situation cauchemardesque selon leurs termes. Oui, parce qu'ils sont dans une situation un peu, on va dire, schizophrène à la fois. Ils veulent rester dans le nord, ils veulent pas céder une once de terrain au Hezbollah, et en même temps ils se retrouvent sous le feu permanent, c'est-à-dire vivre quasiment 24 heures sur 24 près des abris, si pas dans les abris. Oui, surtout qu'ils entendent à cette musique de cesser le feu. Et ils se disent que le Hezbollah n'est pas encore dissuadé de mettre fin à cette guerre. Et on leur a promis que le Hezbollah serait démantelé. D'ailleurs, c'était le sens aussi des déclarations du Premier ministre israélien. Donc, ils sont pris entre le marteau et l'enclume, déjà depuis 2 ans et demi. Il faut les comprendre, il faut comprendre cette douleur et cette violence des réalités du nord du pays. Donc, aujourd'hui, il faut trouver une solution, mais au sein de l'appareil politique et au sein de l'appareil sécuritaire, il y a une volonté d'aller jusqu'au bout dans cette guerre contre le Hezbollah. Justement, l'Iran, l'une des conditions que l'Iran aurait émis aux côtés des États-Unis pour un cessez-le-feu, c'est de mettre le Liban dans cet accord, c'est-à-dire le Hezbollah, et ça, Israël le refuse catégoriquement. Israël qui à la fois dit c'est le même front, hein, l'Iran et le Hezbollah, et en même temps qui sépare ce front-là parce que c'est aux portes d'Israël et que là, les Américains ne sont pas mêlés à cette guerre contre le Hezbollah. Je dirais que c'est un peu plus... c'est très complexe. On le sait que les deux entités sont liées, que demain, si l'Iran venait à tomber, alors le Hezbollah serait considérablement affaibli, de par le fait qu'il n'y aurait plus de rentrée d'argent et puis de rentrée d'armes. Donc c'est à Israël de continuer, de rester concentré sur sa cible. D'ailleurs, sur le front iranien, comme sur le front libanais, de rester concentré sur sa cible, de rester concentré sur ses objectifs et d'aller jusqu'au bout de ses objectifs, de ne pas mettre fin à cet objectif. D'ailleurs, il pourrait se dérouler un scénario d'une fin de guerre avec l'Iran et d'une poursuite des combats contre le Hezbollah. Alors le Hezbollah serait pris au piège. D'ailleurs, il y a des voix au sein même des autorités libanaises, au sein même de la population libanaise, qui disent qu'aujourd'hui, il est difficile de vivre avec les autorités libanaises, de faire vivre les autorités libanaises avec les autorités du Hezbollah, et qu'il y a une sorte de confrontation qui va se jouer. Oui, finalement une confrontation souhaitée et voulue par Israël, hein, qu'il y ait une séparation très claire du Hezbollah avec le reste de la population, de la politique libanaise. On va reparler tout à l'heure des négociations, mais je voudrais à présent qu'on parle du front intérieur. Le front intérieur, c'est la population israélienne qui subit depuis près d'1 mois ces alertes aux missiles, mais aux roquettes aussi, venues du Liban, de l'Iran. Nous sommes en ligne avec Yael Bornstein, commandant de réserve de l'unité de la protection civile et journaliste à Cannes en français. Bonsoir Yael. Bonsoir Méry, bonsoir Jonathan. Enfin, on dit bonsoir, mais en fait c'est bonjour, on ne sait même plus quelle heure il est. Yael, on ne cesse... Bonjour, on n'a plus d'heure. Voilà, c'est ça. Alors on ne cesse de le répéter, il est impératif de respecter les consignes de sécurité. Je voudrais revenir sur des images, on les a pas, mais des images que d'ailleurs la protection civile a publiées sur les réseaux sociaux. Par exemple, une voiture, au moment où la personne sort de la voiture pour se mettre à l'abri, qui est touchée de plein fouet par un débris ou qui est propulsée par le souffle d'un missile. C'est très important de respecter ces consignes. Elles sauvent des vies, on n'arrête pas de le répéter. Alors non seulement on n'arrête pas de le répéter, ça sauve des vies, parfois on les comprend pas, comme par exemple un des cas auxquels je me retrouve confrontée de manière absolument quotidienne, c'est les gens qui s'arrêtent sous des ponts. Ça paraît logique de vouloir s'abriter sous un pont, il faut jamais faire ça. C'est très dangereux, ça peut
évidemment exploser sur nous, ça peut s'écrouler sur nous et voilà. Ne pas rester jusqu'à la fin de l'alerte, c'est-à-dire au moment où on reçoit ce message de la défense civile qui dit maintenant vous pouvez sortir de l'abri. Parfois on se dit oh le temps est un peu long, ils m'ont oublié, ou bien s'éloigner de la voiture. Ah bah je suis en sécurité, je suis dans ma voiture. Bah non, la voiture évidemment il y a de l'essence dedans, donc vous pouvez vous imaginer la quantité d'explosifs que vous avez si jamais il y a un débris qui vient impacter une voiture, comme on l'a vu déjà sous nos images, un débris qui vient impacter une voiture et qui explose, qui peut faire des dégâts. Donc il faut évidemment s'éloigner de la voiture au moins à 150 mètres. Et si on peut rentrer dans un immeuble, rentrer dans un immeuble. Si on doit s'allonger sur le ventre dans un espace ouvert, eh bien s'allonger sur le ventre dans un espace ouvert et se protéger la tête avec les mains, comme on le montre sur nos vidéos de la défense passive. Ne jamais, au grand jamais sortir, filmer des interceptions. On a plein de vidéos pour ça. C'est une catastrophe. Ne jamais faire ça. On a des caméras de partout dans le pays. Voilà. Yael, le commandement du front intérieur a modifié récemment le découpage des zones d'alerte. Il est parvenu finalement à réduire de plus de moitié le nombre de préalertes reçus par les Israéliens, ce qui est quand même bienvenu. C'est évidemment une bonne chose, mais parfois les préalertes ne sont pas suivies par la sirène. Est-ce qu'on peut considérer alors qu'il s'agit d'une fausse alerte ou pas ? Pas du tout. Quand les missiles sont vus en train de sortir du territoire iranien, nous on sait que ça va aller sur le nord, sur le centre ou sur le sud. C'est aussi simple que ça. Maintenant le centre, ça peut être Jérusalem, Modi'in, ça peut être Beth Shemesh, ça peut être Tel Aviv, Bat Yam, Choulon, tout comme ça peut être aussi Natania, Ra'anana. Donc ça c'est considéré quand même le ventre, le centre du pays. Donc n'hésitez pas à suivre nos consignes. Vous savez, j'ai vu récemment un message qui paraît, il n'y a rien de plus israélien que de s'énerver du moment où on vous envoie une alerte super perfectionnée et finalement un missile balistique super perfectionné ne vient pas vous tuer. Soyez heureux que ça n'arrive pas. Si parfois vous avez une alerte préliminaire qui n'est pas suivie par une sirène, dites-vous c'était pas pour moi. En revanche, on vous demande de rester près d'un abri, près d'un espace protégé et c'est ce qu'on vous demande de faire jusqu'au moment où vous recevez ce message qu'on attend souvent de longues minutes mais que je vous demande d'attendre avec patience, le message où l'événement vient de se terminer et que vous pouvez reprendre la vie normale en restant pas trop loin d'un abri protégé. Et puis cette nuit, le centre a été visé par une attaque du Hezbollah, donc une roquette. Là-bas, pas de préalerte, il n'y a pas le temps de faire une préalerte. C'est la sirène, on a dans le centre 1 minute 30. Certains estiment que les tirs du Hezbollah sont moins dangereux que ceux de l'Iran. C'est vrai ou pas ? Vous avez un diplôme en missile balistique, Myri ? Non. Moi, non. Je vous le dis tout de suite, les missiles se valent, tous les missiles, que ce soit les missiles du Hamas, des Houthis, du Hezbollah ou de l'Iran. Évidemment, il y a des missiles qui sont différents et on commence tous à faire maintenant des nouveaux diplômes comme à l'époque du Corona, vous vous rappelez ? On était tous devenus un petit peu des professeurs d'immunologie. Je vous demande de prendre chaque menace balistique exactement à la même intensité et de ne pas avoir des diplômes qu'on n'a pas inventés. On s'abrite de la même manière, on prend les choses en se disant que si on a une alerte préliminaire, ça s'appelle l'alerte bonus. J'appelle ça l'alerte cadeau, c'est bonus. Avant, on ne l'avait pas quand il s'agissait du missile du Hamas, ou comme on l'a vu hier soir, avec ce tir du Liban qui est venu du Hezbollah, on a eu nos 90 secondes dans le centre du pays, eh bien c'est ce qu'on doit prendre en considération. Si vous avez une alerte préliminaire, elle permet d'améliorer votre emplacement pour vous trouver dans un endroit mieux protégé, plus à proximité d'un abri, d'un espace protégé, et c'est génial quand on l'a. C'est les 80-85% du temps dans les dernières semaines. Ça ne veut pas dire que ça va pas changer. On voit à quel point c'est dynamique. Hier soir, hier soir, on a reçu un missile comme sont habitués les personnes qui sont dans la partie nord du pays, sont habitués à recevoir, et eux, ils n'ont pas les 90 secondes. C'est entre 0 et 15 secondes. Ils doivent se mettre à l'abri immédiatement. Donc, on vous demande d'être très vigilant, et dès que vous entendez une sirène, vous devez être dans l'abri. Entendre une sirène, ça veut dire se trouver dans l'abri. Merci beaucoup. En tout cas, peu importe la sirène, il faut se mettre à l'abri, peu importe d'où vient l'attaque. Merci beaucoup, Yael Bernstein. Tout de suite. Non, mais on n'a pas... Le président américain voudrait un accord rapide en Israël. On estime que ce sera avant samedi, ça veut dire 2 jours. Donald Trump qui a affirmé hier soir que les négociations avec les Mollahs progressent bien. Mais le régime iranien, lui, de son côté, nie l'existence de ces discussions. Je vous propose d'écouter le président américain, puis le ministre iranien des Affaires étrangères.
Je peux vous dire que nous sommes en train de gagner, et largement. Personne n'a jamais vu auparavant ce que nous faisons en ce moment au Moyen-Orient face à l'Iran. Et d'ailleurs, ils négocient, ils veulent conclure un accord, et ils le veulent vraiment. Mais ils ont peur de le dire, parce qu'ils ont peur d'être tués par leur propre camp. Ils ont aussi peur que nous les éliminions. Je le dis clairement, il n'y a eu aucune négociation ni aucun dialogue avec les Américains. Cependant, ces derniers jours, les États-Unis ont commencé à faire passer différents messages par l'intermédiaire de canaux indirects. Le fait que ces messages transitent par des pays amis et que nous y répondions en exposant nos positions ou en adressant les avertissements nécessaires ne constitue en aucun cas une négociation ou un dialogue. Jonathan, apparemment, juste avant qu'on rentre dans le studio pour cette édition spéciale, on a appris que l'Iran a rendu sa réponse officiellement à la proposition en 15 points du président américain. Alors, la réponse, elle n'est pas enthousiaste, on pouvait s'en douter pour le moment, mais du côté iranien, on ne ferme pas la porte aux négociations. On affirme que la proposition faite par les États-Unis est unilatérale et injuste, selon certains responsables cités par l'agence de presse Reuters. L'Iran a répliqué que la proposition ne remplit pas les conditions minimales pour aboutir, mais que si les États-Unis font preuve de réalisme, des progrès restent envisageable, selon certains responsables iraniens qui exigent notamment un contrôle sur les détroits d'Ormuz, la fin du conflit et le fait d'avoir des garanties sur l'arrêt total des combats et des frappes israéliennes et américaines contre le pays. C'est marrant aussi que la République islamique ne fasse pas mention de la levée des sanctions économique qui pèse notamment sur l'économie iranienne. D'ailleurs, Donald Trump a aussi publié sur son réseau social et il soulève toujours la menace d'une réplique d'une réplique militaire si l'Iran ne venait pas accepter la proposition qui lui était faite, à savoir ce plan en 15 points. Alors, imaginons qu'il y ait un accord. En Israël, on estime qu'il pourrait y avoir une annonce d'accord, ce qui ne veut pas dire un accord, mais une annonce d'ici samedi, ça veut dire 2 jours. Jonathan, on y croit, on n'y croit pas ? Du côté israélien, c'est un sujet à prendre en compte. De quel accord on parle ? Est-ce un accord définitif ? Ou est-ce un accord d'1 mois, comme on l'a entendu. Du côté israélien, on a réfléchi déjà à tous les scénarios. Il y a eu des réunions autour du Premier ministre israélien, puisque hier, il a réuni le chef du Mossad, Dedi Barnea, le chef d'état-major de Tzahal, Eyal Zamir, et le ministre israélien de la Défense pour réfléchir à un scénario, pourquoi pas, de frappe intensive contre l'ensemble des symboles du pouvoir, contre les infrastructures aussi militaires iraniens avant un cessez-le-feu, et il y a aussi la question du temps à prendre en compte. Du côté américain, le président Trump a, entre guillemets, le temps, même s'il y a une pression interne. Et du côté iranien, il y a aussi le temps qui est à prendre en compte et qui est important, puisque du côté iranien, on se moque de la vie de la population, on se moque du sort aussi de cette population iranienne. Et du côté iranien, on fait comme s'il ne s'était rien passé. Il n'y a aucune communication sur les frappes qui sont menées par Israël et les États-Unis. Donc, aujourd'hui, pour Israël, comme je le disais, sur le front libanais, il faut rester focus sur l'objectif, rester campé sur ses positions, sur les objectifs à atteindre et attendre la décision de Donald Trump qui devrait arriver d'ici demain, puisque c'est la fin de l'ultimatum. Effectivement, la fin de l'ultimatum. Imaginons que Donald Trump décide qu'il y a un arrêt même d'1 mois. Est-ce que Israël va être obligé de se plier à cette décision de Donald Trump ? On a l'impression que s'il y a eu, et il y a toujours des discussions entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, en tout cas entre leurs différents gouvernements, que de ce côté-là, c'est Donald Trump qui décide sans vraiment écouter les besoins, on va dire, d'Israël. Oui, c'est sûr que Donald Trump a sonné le début de la récré, sonnera la fin de la récré. Je pense qu'Israël se pliera à la décision de Donald Trump. Mais il y a une autre hypothèse, un autre scénario, c'est d'avoir des négociations sous le feu, à savoir la paix avec la force. C'est la grande théorie défendue par Donald Trump et par Benjamin Netanyahou, c'est qu'il pourrait se dérouler une poursuite des frappes contre l'Iran et en même temps tenir des négociations. Mais là aussi, il faudra à Benjamin Netanyahou expliquer
à la population israélienne ce qui se passe, à savoir soit se diriger vers la voie du cessez-le-feu, d'un accord, soit se diriger vers la poursuite des combats. Et là aussi, la patience, la résilience des Israéliens sera un facteur important pour la poursuite de cette opération Rugissement du Lion. Il faudra donc attendre évidemment la fin de l'ultimatum pour connaître la réponse de Donald Trump. En attendant, la situation reste la même sur place, et notamment celle dans le détroit d'Ormuz, on vient d'en parler, qui est contrôlé par le régime iranien. Certains pays semblent perdre patience. C'est le cas, il semble-t-il en tout cas, du Royaume-Uni. On rejoint sur place notre correspondant Alexander Seal. Bonjour Alexander. Londres et ses partenaires discuteraient en ce moment d'un plan pour rouvrir cette voie maritime cruciale. Oui, exactement, parce que Londres se positionne aujourd'hui comme un acteur central dans la gestion de la crise autour du détroit d'Ormuz. C'est un passage stratégique pour le commerce mondial, notamment pour le pétrole. Selon plusieurs sources diplomatiques, Londres travaille actuellement avec plusieurs partenaires sur un plan visant à garantir la sécurité maritime dans la zone, alors que les tensions avec l'Iran font peser un risque direct sur la liberté de navigation. Et surtout, le Royaume-Uni pourrait aller plus loin en organisant une réunion internationale pour coordonner une réponse commune à la fois diplomatique et sécuritaire. Mais il faut être prudent parce qu'à ce stade, aucune intervention militaire britannique n'a été annoncée ou encore dans une phase de préparation, de coordination et de pression diplomatique avec un objectif affiché de désescalade rapide. Alexander, dans le même temps, Londres discute aussi avec Nicosie concernant l'avenir des bases britanniques à Chypre. On sait que l'une de ces bases a été visée par le régime iranien. Oui, parce que cette montée des tensions a des répercussions directes en Méditerranée, notamment à Chypre, où se trouvent des bases militaires britanniques stratégiques. Après les récents incidents, dont une attaque de drone, les autorités chypriotes ont relancé des discussions avec Londres sur l'avenir et surtout l'utilisation de ces bases militaires. Nicosie cherche à obtenir davantage de garanties, notamment pour éviter que l'île ne soit entraînée malgré elle dans un conflit régional plus large. Et ces bases sont cruciales pour les opérations britanniques au Moyen-Orient, mais elles sont aussi politiquement sensibles dans un contexte où la guerre se rapproche géographiquement. Donc, en résumé, Londres tente de structurer une réponse internationale sur Ormuz, tout en gérant en parallèle les conséquences régionales avec Chypre en première ligne. Merci beaucoup Alexander Seal depuis Londres. Merci beaucoup. On vient d'apprendre qu'il y a un impact direct d'un missile, ou d'une roquette plutôt, du Hezbollah sur le nord d'Israël, à Nahariya. Il y a 3 blessés, dont un grave. On y reviendra évidemment avec plus de détails plus tard. Nous sommes à présent en ligne avec Didier Leroy. Bonjour. Ah pardon, on n'est pas encore avec Didier Leroy. Nous sommes avec Jonathan. Jonathan, est-ce qu'on a des détails justement sur cet impact direct à Nahariya, où il y aurait donc 3 blessés, dont un dans un état grave? Dans un état très grave même, dans un cas désespéré, comme on dit, patsoua anouche en hébreu. Donc son pronostic vital est engagé. Une chute donc dans un quartier résidentiel selon ce qui circule sur les réseaux sociaux, sans donner plus de précision. Et d'ailleurs, ça continue, les alertes. Des alertes qui continuent. Les sirènes qui résonnent à Malkia, notamment. Malkia, qui sur la ligne de front, donc à la frontière avec le Liban, des envois de drones, des tirs de roquettes qui se poursuivent quasiment chaque minute depuis ce matin, depuis le début de la guerre. Donc il faut savoir qu'à Nahariya, et vous y êtes rendu pendant le début de la guerre, vous aussi, c'est 15 secondes pour s'abriter, c'est rien. C'est rien. Là, apparemment la victime était dans son véhicule. On voit d'ailleurs le lieu de l'impact à Nahariya. Au moment de l'impact, donc c'est des images assez impressionnantes. On voit ces échoppes de fumée qui s'élèvent dans le ciel de cette ville du nord du pays, qui se trouve sur la zone côtière israélienne de long de ce qu'on appelle la route de la plage en Israël. Très belle plage d'ailleurs, on peut pas très belle plage profiter de pour Nahariya, évidemment. Très belle ville de Nahariya, dont on espère que les prochains jours
seront moins animés. Ouais, et puis on voit aussi dans le centre qu'il y a de temps en temps des tirs du Hezbollah qui arrivent à viser le centre. On n'imaginait pas que c'était possible après des mois et des mois d'opérations israéliennes, mais on oublie de dire que le stock d'armes du Hezbollah, celui qui est au-delà du Litani, est resté intact. Oui, et cela pose question aussi sur les opérations futures de Tsahal, puisqu'il faudra pour Tsahal opérer dans le nord aussi du Liban. On le sait que la zone de la Beka, et notamment cette zone de Baalbek, est un foyer du Hezbollah, où le Hezbollah a placé ses rampes de lancement dans les zones civiles du pays du Cèdre, et c'est une menace à prendre en compte, Myri. Merci beaucoup, Jonathan. Pendant que les sirènes continuent de résonner dans le nord, à Khanita notamment, on marque une courte pause. On se retrouve juste après pour la suite de cette édition spéciale. Il sera question de l'élimination du commandant de la marine des gardiens de la Révolution et des attentats antisémites en Europe. Les renseignements européens estiment que le régime des Mollahs est bien le commanditaire de ces attentats. Restez avec nous, on revient dans quelques instants.